Vous regardez Les Nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Acteur majeur des combats pour les libertés durant plusieurs décennies dans ce pays. Monsieur le Président, vous le voyez aujourd'hui, nous le voyons tous, affaibli par l'âge et la maladie. Mais il a tenu à assister à ce procès. Sa présence nous rappelle que la justice est une chaîne historique que chaque génération doit préserver. Permettez-moi également de rendre hommage au bâtonnier Antoinette Ouédraogo, première femme avocate du Burkina Faso, figure du courage professionnel, avocate dans des procès historiques d'envergure internationale. J'ai nommé le procès d'Addis Camara. Elle incarne une vérité fondamentale. Le barreau n'est pas seulement une profession. Le barreau est une conscience. Monsieur le Président, Monsieur le juge, ces deux figures que je viens de nommer tout à l'heure, nous rappellent que la justice n'est jamais seulement une institution. Elle est d'abord une exigence morale portée par des hommes et des femmes. Et c'est précisément cette exigence morale qui se trouve aujourd'hui interrogée à votre barre. Monsieur le Président, nous avons interrogé la justice à la conscience nationale. Aujourd'hui, le peuple burkinabé observe sa justice. Le peuple ne demande pas une justice spectaculaire. Le peuple demande une justice courageuse. Car une nation ne se purifie pas par la peur. Une nation se purifie par la vérité. Et une révolution ne se protège pas par la force. Elle se protège par le droit. Monsieur le Président, toute conscience nationale s'exprime d'abord dans la manière dont une justice traite ceux qui comparaissent devant elle. Comment la justice les traite, comment elle les a traités. Et c'est ici que ce procès nous oblige à regarder avec lucidité certaines zones d'ombre. Certaines zones d'ombre qu'on a souvent refusé de regarder. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le juge, quelles sont ces zones d'ombre? Ce procès pose des questions graves. Ce procès pose la question des arrestations nocturnes. Ce procès pose la question des détentions hors cadre judiciaire. Ce procès porte la question des allégations de torture et de traitements inhumains qui ont été infligés à nos clients. Ce procès pose la question des aveux contestés. La défense ne demande pas que ces faits soient admis sans examen. La défense, elle demande seulement une chose. Nous demandons une justice forte. Car une justice forte n'a jamais peur d'examiner ses propres failles. Comme le disait Nelson Mandela, on juge la dignité d'une nation à la manière dont elle traite ses prisonniers. Ces interrogations ne sont pas seulement juridiques. Elles touchent à quelque chose de plus profond, Monsieur le Président. Elles touchent à la dignité humaine elle-même. Oui, Monsieur le Président, la dignité humaine, elle est sacrée. Le Burkina Faso a ratifié les plus grandes conventions internationales de protection des droits humains. Mais au-delà des textes, il existe une vérité universelle. Aucun combat, même noble, ne peut justifier que l'homme devienne un instrument de violence. Et nous devons avoir à l'esprit que l'injustice commise contre un seul homme fragilise la justice pour tous. L'injustice commise contre un seul homme, contre un seul de nos clients, va fragiliser la justice pour tous.
Monsieur le Président, et lorsque la dignité humaine est en jeu, il existe dans toute démocratie un acteur. Un acteur dont l'ambition est précisément de la protéger. Cet acteur, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui nous sauve. Oui. Quelle est la place de l'avocat dans une justice rendue au nom du peuple? Il est bon de le dire. L'avocat a sa place dans une justice rendue au nom du peuple. On dit que la justice est rendue au nom du peuple. Alors posons-nous une simple question. À qui sert l'avocat? L'avocat sert le peuple. Il sert le peuple lorsqu'il défend l'innocent. Il sert le peuple lorsqu'il défend le coupable. Il sert le peuple lorsqu'il défend le coupable afin que sa condamnation soit légale et non arbitraire. Sans avocat libre, il n'y a pas de défense. Sans défense, il n'y a pas de justice. Et sans justice, il n'y a pas de nation. Mais permettez-moi d'aller plus loin. Car la liberté de défendre ne se mesure pas dans les textes. Elle se mesure dans le courage réel que celui qui s'élève pour défendre a. Et permettez-moi de dire ceci avec gravité, Monsieur le Président. Le jour où l'avocat tremble, la liberté tremble. Et Jacques Vergès écrivait, l'avocat n'est pas là pour plaire, il est là pour résister. Et je le dis parce que je le sais. Je le sens. Je le vois dans le regard de mes jeunes confrères. Je sais que certains d'eux ont peur. Ils ont peur de l'avenir de la profession. Ils ont peur de l'après-procès. Ils ont peur de la liberté. Mais lorsque la peur de défendre existe chez un avocat, c'est un danger pour la République. L'avocat défend. Est-ce qu'il doit craindre l'intimidation? Non. Si l'avocat commence à trembler, la République vacille. Le courage de l'avocat n'est pas une bravade. C'est un service rendu au peuple. Et c'est dans ce contexte que surgit là une problématique nouvelle, délicate et juridiquement essentielle. Il s'agit de la problématique, de la question inédite des témoins protégés. Monsieur le Président, Monsieur le juge, la protection des témoins est nécessaire, mais elle ne peut devenir un piège pour la défense. Poursuivre un avocat pour révélation d'identité suppose qu'il ait connaissance du statut de protégé, qu'il ait eu l'intention de nuire, qu'il ait agi volontairement. Transformer l'avocat en suspect permanent, c'est fragiliser la justice elle-même. Mais, au-delà de ces questions institutionnelles, ce procès reste avant tout un procès pénal. Et le droit pénal obéit à une règle simple, immuable et universelle. Monsieur le Président, le droit pénal n'est pas la science du soupçon. Il est la science de la preuve. Le droit pénal repose sur un principe fondamental. On ne condamne pas sur des impressions. On condamne sur des preuves. Et la preuve doit être obtenue de façon légale et régulière. La corruption suppose un avantage indu, une intention corrompue, un lien direct avec la fonction publique. Sans ces éléments, la suspicion ne peut fonder une condamnation. Et c'est précisément parce que la preuve protège contre l'arbitraire que le droit devient la véritable force des nations, même dans les périodes révolutionnaires. Monsieur le Président, le droit protège la révolution. Le respect du droit n'est pas un obstacle à la révolution. Le droit est le bouclier de la révolution. On peut gagner une bataille par la force, mais on ne peut pas construire, une nation que par la justice. Et lorsque la justice devient le dernier rempart entre la force et la légitimité, alors elle entre dans une dimension qui dépasse le présent. Cette dimension, c'est la dimension de l'histoire.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le juge, nous avons ce matin rendu compte de l'histoire. Vous avez entre vos mains plus qu'un dossier judiciaire. Vous avez entre vos mains un moment de l'histoire de ce pays. Le peuple ne vous demande pas de condamner pour plaire. Il ne vous demande pas d'acquitter pour assurer. Il vous demande de juger avec courage. Car condamner sans preuve détruit la justice. Acquitter sans vérité trahit le peuple. Mais juger avec intégrité fonde la nation. Et parce que toute décision de justice dépasse tout le dossier qui la provoque. Monsieur le Président, une justice au service du peuple protège même celui qui la foule. Protège même celui que la foule désire comme déjà coupable. Parce que lorsqu'une justice protège le plus faible, elle protège toute la nation. Monsieur le Président, Monsieur le juge, permettez-moi de conclure. Permettez-moi de conclure en disant que les nations ne disparaissent pas faute de loi. Elles disparaissent lorsque ceux qui appliquent la loi cessent d'y croire. Aujourd'hui, la justice burkinabé est observée par son peuple et par l'histoire. Et l'histoire, retenez ceci, l'histoire se souvient toujours des juges qui ont choisi d'être justes lorsque c'était difficile. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous souvenir de votre collègue Kemba Mbaye et choisissez votre place dans l'histoire. À présent, nous invitons le prévenu Méda Urbain à la barre. Donc les conseils du prévenu Méda ont la parole pour les plaidoiries. Vous présentez, allez-y. D'accord. Maître Diallo Issa au côté de monsieur Urbain Méda. Je pense que Les micros ne marchent pas. Je disais que Maître Diallo Issa au côté de monsieur Urbain Méda. Alors nous sommes 4 avocats. Je pense bien. Alors il existe un principe chez nous les avocats, comme vient de vous le dire madame le bâtonnier, que dans une structure de procès, lorsque des avocats sont constitués, le plus jeune prend la parole et le plus ancien clôture. C'est ce qu'on entend faire, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Je vous remercie. Ça vient noté, il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur le Président, une autre doléance. Monsieur Urbain Méda est un peu âgé, donc il aurait souhaité que votre tribunal lui permette de s'asseoir, parce qu'on est déjà jusqu'à 4. Ça va être un petit problème pour lui de rester debout, parce qu'il y a des problèmes de genoux et de pieds. Est-ce qu'on peut nous trouver une chaise?
Vous pouvez commencer le temps pour lui revenir chez elle. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Maître Sita Mohamed de la SCP Yanogo Mopson, constitué aux côtés de Monsieur Meda Urbain. Nous avons écouté avec brio la contextualisation de notre cher confrère aîné, Maître Ambroise Farama, qui nous a rappelé les principes fondamentaux qui doivent gouverner la justice. Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous savez, lorsqu'on prête serment d'avocat, on sacrifie sa vie pour défendre les droits et libertés fondamentaux des citoyens, sans exception. Aujourd'hui, Monsieur Meda Urbain, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de vous présenter. Président de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Ouagadougou est poursuivi par le ministère public pour 3 infractions. On lui reproche des faits de corruption. On lui reproche également, et c'est là où hier l'intervention du ministère public m'a surprise, quand il dit qu'il nous fait une offrande pour cette infraction, on lui reproche le délit d'acceptation de cadeaux érotiques. Quand il nous dit qu'il nous fait une offrande, je me suis dit, mais attends, on ne joue pas avec la justice. Vous avez traduit un juge devant votre juridiction qui vient pour répondre de tous les faits à lui reprocher. Si vous avez des éléments, notifiez-lui les charges et il va se défendre sur ces faits. Mais le ministère public nous dit qu'il nous fait une offrande. Mais quelle est la conséquence juridique quand il nous dit que je vous fais offrande de cette infraction? Donc on laisse tomber. C'est tout simplement pour vous dire qu'il n'y a rien concernant cette infraction. Et la 3e infraction, c'est l'infraction de blanchiment de capitaux, Monsieur le Président. Donc voici les 3 infractions qu'on reproche à notre client. Il vous souviendra à l'entame de ce procès que nous, conseil de M. Meda Urbain, avons soulevé plusieurs exceptions de procédure. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est juste pour rappeler, afin que votre juridiction puisse les noter. Nous avons demandé la nullité de la procédure parce que nous avons estimé que les conditions dans lesquelles l'enquête s'est déroulée ne satisfait pas aux exigences légales. Et donc, nous demandons encore à votre juridiction de faire droit à toutes ces exceptions qui ont été soulevées. Maintenant, sans fuir le débat, nous allons aller au fond. Parce que hier, j'ai écouté les réquisitions du ministère public. Et le ministère public, à la fin, vous a demandé de dire le vrai. Alors, je m'en vais donc, infraction par infraction, vous démontrer que les éléments constitutifs de ces différentes infractions ne sauraient être caractérisés. Pourquoi? Nous allons d'abord commencer par l'infraction de corruption, Monsieur le Président. Vous savez, moi, il y a un acte dans ce dossier qui m'a interpellé. C'est un acte en date du 12 décembre 2025 du procureur du Faso près le TGI Ouagadougou. Équipe commune d'enquête. Nous sommes jeunes, nous apprenons. Et ma curiosité, je suis allé vérifier dans les dispositions du Code de procédure pénale comment fonctionne justement cette équipe commune d'enquête. Et j'ai compris que ce sont les infractions d'une très grande complexité qui peuvent faire appel au ministère public de faire usage de tout ce dispositif pour justement faire toutes les investigations possibles afin donc de faire la lumière sur les infractions.
Mais Monsieur le Président, pour des faits de corruption, je vous rappelle qu'on a mis en place une équipe commune d'enquête. Et cette équipe commune d'enquête était constituée de la division des investigations criminelles et de la division de la police économique et financière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministère public, tout puissant ministère public, a fait appel à toute l'intelligence, à mobiliser tous les moyens techniques et financiers afin de rechercher les éléments caractéristiques de cette infraction de corruption reprochée à notre client. Mais Monsieur le Président, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai regardé dans le dossier. On a dit que mon client a reçu des sommes d'argent. Mais le ministère public n'a jamais été capable de vous faire la preuve quelconque. Nous sommes en droit. Parce que lorsque vous imputez des faits à quelqu'un, au minimum, apportez des éléments concrets, comme ce que nous avons pu voir ces derniers jours à la télévision, où on parle de flagrant délit de corruption, des images claires qui montrent des situations qui appellent. La seule chose sur laquelle le ministère public se fonde, ce sont les déclarations de mon client faites en enquête préliminaire. Monsieur le Président, je reviens sur cette équipe commune d'enquête. L'équipe commune d'enquête avait un délai de 15 jours. Ça figure dans les conditions qui sont prévues à cet effet. Mais je vous demande tout simplement de regarder tous les procès-verbaux numéro 29 jusqu'au 33e procès-verbal. Ce sont des procès-verbaux qui datent du 28 jusqu'au 30 décembre. Je me suis posé la question, mais en droit, quand vous êtes encadré dans un délai précis pour accomplir un acte et que ce délai expire, quelle est la conséquence juridique? Mais vous êtes dessaisi. Mais comment cette équipe commune d'enquête peut continuer à faire des auditions, des interrogations, alors même que le délai pour lequel le ministère public les avait saisis était expiré? Moi, je me suis posé cette question, mais cela rappelle encore les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été obtenues. C'est pourquoi moi, je vous demande tout simplement, Monsieur le Président, quand on dit qu'il y a corruption, restons simples. Qu'est-ce que nous dit la loi? Le Code pénal prévoit que l'infraction de corruption s'analyse tout simplement au fait pour l'agent public de solliciter ou d'accepter, solliciter ou accepter un avantage indu en vue d'accomplir un acte relevant de cette fonction. Donc voici le cadre dans lequel on doit mener toutes les investigations possibles pour s'assurer que notre client sera coupable de l'infraction de corruption. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que M. Méda Urbain, d'abord, a été approché par qui? On dit qu'il a été approché par Kaboré Antoine. Et que Kaboré Antoine lui-même, c'est Tiendrebego Alidou qui est venu le voir. Voici encore un élément qui montre que ce dossier n'était pas suffisamment prêt. Vous savez, moi je suis gêné lorsque dans une procédure, le nom d'une personne revient à plusieurs reprises. Et que cette personne n'a pas eu l'occasion ni la possibilité de pouvoir aussi s'expliquer pour qu'on puisse au moins avoir sa version des faits. Mais au moins, le ministère public tient pour constance que M. Tiendrebego Alidou a approché M. Kaboré Antoine pour justement permettre à M. Méda Urbain de prendre une décision favorable à l'endroit de M. Nikema Désiré. Voilà là tout le problème. Est-ce qu'à ce jour, vous avez un élément concret dans le dossier relatif aux déclarations de M. Tiendrebego Alidou? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez dans le dossier? Parce que je vois que dans le dossier, il y a quand même des faits très graves à lui reprocher. Mais si vous avez des éléments comme ça, que vous reprochez à une personne qui n'est pas là, quelles sont les dispositions que vous devez prendre? Je pense que le ministère public a tous les moyens nécessaires pour procéder à ces investigations-là. Est-ce que dans ces conditions, on peut venir parler de flagrant délit de corruption? Votre enquête n'était pas mieux. Et mieux. Ce qui m'intrigue, Monsieur le Président, et ça, il faudrait que votre juridiction soit très prudente. Monsieur Méda, quelle était sa qualité?
Il était président de la chambre d'instruction. Ça, c'est très important. L'infraction de corruption qu'on lui reproche, on dit que lui, personnellement, a pris une décision favorable à l'endroit du prévenu Nikema Zindi Désiré. Ça, c'est très intéressant. Monsieur le Président, la question qu'il faut se poser en droit, c'est de savoir si est-ce qu'un président de chambre d'instruction peut prendre une décision d'infirmation ou de confirmation d'une ordonnance du juge d'instruction. Mais la réponse est tout simplement la négative. Et je vous demande tout simplement d'être attentif sur les dispositions des articles 262.1 du Code de procédure pénale. On vous dit que la chambre de l'instruction est composée du président, de 2 conseillers et du greffier. Ça veut dire quoi? Toute la décision qui a été rendue par cette chambre émane et incombe à cette chambre. Vous ne pouvez pas prendre cette décision et l'imputer personnellement à M. Médard. Ça, c'est un problème. Parce que ce qui encore m'interpelle, je rappelle que dans le dossier, M. Zungrana Benoît et M. Sanou Seydou étaient membres de cette chambre-là. Mais Monsieur le Président, une chambre qui doit prendre une décision de façon collégiale. Est-ce que vous pensez qu'une seule personne qui reçoit de l'argent, qui est corrompue, peut influencer à lui seul, sans que les autres personnes ne soient informées? Même le greffier qui retranscrit toutes les notes d'audience, il y a un problème. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il n'y a absolument aucune décision favorable qui a été prise par M. Médard Urbain. J'allais comprendre que toute la chambre de l'instruction comparaisse à cette barre en tant que prévenu, parce que la corruption ne peut pas s'analyser à une seule personne dès lors que la décision de la chambre émane de la chambre. Donc là, il y a un problème d'ordre juridique que le parquet n'a pas eu le courage de vous démontrer. Et la définition d'acte relevant de ses fonctions. Voici la sagacité procédurale à laquelle plutôt le ministère public a tenté de tromper votre religion. Quand on dit acte relevant de ses fonctions, il faut faire attention. Parce que dans notre dispositif légal, l'infraction de corruption, on dit, c'est le fait pour le prévenu, pour l'agent public, de solliciter ou accepter un avantage afin d'accomplir un acte relevant de ses fonctions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant même qu'il accomplisse son acte, il faudrait qu'il y ait le pacte de corruption. Il faudrait qu'il y ait cet accord préalable. Mais sauf que, au moins, ça, le ministère public est constant sur ça. Ils vous disent que M. Nikema Zindi Désiré, lorsqu'il a envoyé M. Tiendrebogo Alidou à l'effet de transmettre les sommes d'argent, c'était en guise de remerciement. Donc ce qui veut dire, si l'on suit leur logique, je prends même leur hypothèse, si l'on suit leur logique, c'est après même que la décision ait été rendue. Mais la loi vous dit que l'agent public, là, soit il a sollicité ou il a accepté de l'argent ou un avantage afin de pouvoir prendre un acte qui relève de ses fonctions. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. C'est du droit. Et de mes recherches, Monsieur le Président, je me suis rendu compte que cette infraction, en fait, dans certains pays, la réglementation n'est pas la même. Vous prenez le droit comparé français, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté un substantif pour caractériser l'infraction de corruption. Ils disent, à tout moment, l'agent public, lorsqu'il sollicite ou il accepte là, eux, ils ont ajouté à tout moment. Mais dans notre cadre précis, ici, on vous a dit clairement que c'est lorsque l'agent public il sollicite ou il accepte l'avantage afin donc de prendre l'acte qui relève de ses fonctions. Est-ce que c'est le cas qu'on peut relever justement dans cette espèce? Absolument non. Donc pour nous, l'élément matériel de cette infraction ne saurait être caractérisé. Deuxième chose, Monsieur le Président, Monsieur Traoré Mohamed, Monsieur Kaboré Sandaogo Antoine, ils ont comparu à cette barre. Sur la question de savoir s'ils ont remis des sommes d'argent à Médard, ils ont été formels. Ils vous ont dit clairement qu'en aucun moment, ils n'ont remis des sommes d'argent à M. Médard Urbain.
C'est ce qu'on retient de leur interrogatoire à cette barre. Je poursuis. Monsieur Zungrana Benoît, qui était le témoin que le ministère public a fait comparaître dans cette barre. Et je rappelle encore que monsieur Zungrana Benoît était conseiller de la chambre d'instruction. Lorsque nous lui avons posé la question de savoir, est-ce que cette décision, est-ce qu'il l'aurait perçue ou il aurait été approché par monsieur Urbain, par monsieur Méda Urbain, à l'effet donc de prendre une décision quelconque? Il nous a répondu par la négative. En aucun cas, monsieur Méda Urbain, en tant que président de chambre, ne l'a approché pour quoi que ce soit. Monsieur Sanou Seydou, malheureusement que nous n'avons pas pu entendre, mais Dieu merci, son procès verbal est dans le dossier. Monsieur Sanou Seydou lui-même déclare que pour lui, la décision qui a été rendue conformément au droit. Donc voici les deux membres même de la chambre d'instruction qui ont été entendus en qualité de témoins nous disent clairement qu'en aucun cas le président ne leur a approché pour influencer une quelconque décision dans ce sens. Et ça c'est très important. Parce que comme je le rappelle, vous ne pouvez pas prendre une décision qui émane de la chambre pour imputer à M. Méda. Pour faire un exemple précis, c'est comme si vous, Monsieur le Président, vous rendez une décision aujourd'hui et qu'on estime que cette décision est favorable. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vous, Monsieur le Président, pris à titre personnel, qui aurez rendu cette décision? Mais que dire de vos excellents collaborateurs qui sont à vos côtés? La décision, elle est rendue de façon collégiale. Et moi, j'attendais cette démonstration du ministère public. J'allais comprendre si ces deux personnes également étaient poursuivies, plus même le greffier. Parce que c'est eux tous qui composent la chambre de l'instruction. Donc juridiquement, ça c'est... Alors, donc pour nous, l'infraction de corruption reprochée à M. Méda Urbain ne saurait être caractérisée. Parce que, vous savez, comme je le dis, nous on attendait au minimum, franchement, quand vous faites comparaître des gens à la barre, le juge pénal, on l'a dit, on l'a rappelé, on a longuement débattu sur ça. Les procès-verbaux d'enquête préliminaire, Monsieur le Président, le ministère public a tenté par tous les moyens pour défendre ces procès-verbaux, pour vous dire que tous les droits de nos clients lui ont été notifiés. Mais en fait, le ministère public ici, lui-même sait qu'en fait, il ne fait que défendre un acte dont il n'avait jamais le contrôle. Parce que ceux qui avaient le contrôle, celui-même qui avait le contrôle sur l'équipe commune d'enquête, c'était le procureur du contrôle de TGI Ouaga 2. La seule chose que le ministère public a pu prendre dans ce dossier, c'est la réquisition, le soi-disant rapport d'expertise. C'est le seul acte dont lui seul connaît les secrets, dont lui seul avait ce pouvoir pour faire appel à ces experts afin de produire un rapport dans le dossier. Voici le seul acte où le ministère public a participé à l'élaboration. Mais en ce qui concerne toutes ces auditions qui ont été faites, jamais le ministère public près le désir de Koupela n'a été associé ni de près ni de loin. Donc lorsque nos clients vous disent qu'ils ont été torturés, s'il vous plaît, vous n'avez même pas contrôlé vos OPJ dans le cadre de cette enquête. Vous ne pouvez pas leur dire qui entre vous et eux, qui est mieux placé pour dire s'il a subi des tortures. Donc pour nous, Monsieur le Président, c'est pourquoi nous vous avons dit, toutes les déclarations qui ont été faites là-bas, vous ne pouvez pas en tenir compte. Parce que je rappelle, la torture, je ne veux pas me mettre dans une logique de mauvaise foi. Monsieur Méda Urbain, il a avoué qu'il n'a pas été torturé physiquement. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges, un soir, vous sortez pour faire juste des courses, vous allez juste dans une alimentation pour faire les courses quotidiennes de la vie, et tout deux, des personnes inconnues viennent vers vous et vous disent: est-ce bien vous, Monsieur Méda Urbain? Vous dites oui. Ils vous disent: veuillez bien nous suivre. Attendez. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Vous, surtout, je rappelle encore, sa qualité de magistrat. Des personnes inconnues, qui ne déclinent pas leur qualité, qui vous disent: veuillez bien nous suivre. Et des jours après, vous ne savez même pas pourquoi on vous a arrêté. Et vous savez, ce qui m'a fait très mal dans ce procès, parce que, il faut le dire, l'expression enlèvement, le ministère public l'a utilisé. Le ministère public a dit que oui, il y a eu le temps de l'enlèvement. Mais le ministère public même qui est garant, qui doit veiller même à la sécurité des citoyens, vous dit oui, ils ont été enlevés. Mais nous, ça, on n'est pas saisi de ça. Mais c'est dangereux. Le
Chaque citoyen, lorsque vous, ministère public, même si vous n'avez pas été saisi, dès lors que vous avez l'information, attention, sa famille est là. C'est à vous de mettre en place tout le dispositif technique, parce que la loi vous donne cette possibilité pour le rechercher. On le cherche, on ne sait pas où il est. Mais c'est dangereux. Quand vous dites aujourd'hui, oui, il a été enlevé. Mais nous, on n'est pas saisi de ça. Ça, c'est très dangereux, monsieur le Président. Et je pense que le ministère public, ça n'honore pas le ministère public. Parce que nous savons que le ministère public, garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens, à chaque fois, on n'a pas besoin qu'il soit saisi directement. Même lorsque vous avez entendu, moi-même sans être ministère public, j'ai entendu, on a vu, les médias ont retracé. Mais où était le ministère public? En réalité, vous savez où était le ministère public? Le ministère public montait tout simplement une procédure de flagrant délit de corruption. Flagrant délit de corruption. Flagrant délit de corruption. Quelqu'un qui a été arrêté des jours après, il ne sait même pas pourquoi il a été arrêté, et on vous dit, monsieur Méda, on va vous mettre en garde à vue. Mais comment on peut mettre en garde à vue quelqu'un même qui n'est pas libre? Ça, c'est un problème. Comment on peut mettre sous mandat de dépôt? En réalité, tous ces actes sont faux. Ça ne reflète pas la réalité. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en détention alors même qu'il n'avait pas la liberté? Mais c'est du droit ou c'est quoi? Ça, c'est grave. Et donc, pour nous, monsieur le Président, le temps de l'enlèvement, vous ne pouvez pas le dissocier de cette procédure. Impossible. C'est pourquoi nous sommes contents au moins qu'il y ait un procès. Et comme il y a le procès, il ne faut pas vous appuyer uniquement sur ces déclarations. Parce que la loi dit quoi? Le juge pénal ne peut se fonder que sur des éléments de preuve qui lui sont apportés et discutés contradictoirement devant lui. Discutés contradictoirement. Mais mon client vous a dit que lui ne se reconnaît nullement dans ses déclarations. Mais s'il se reconnaît nullement dans ses déclarations, il appartient maintenant à la partie poursuivante d'apporter les preuves matérielles. Est-ce qu'ils ont des éléments concrets qui montrent que M. Méda a reçu de l'argent? Il n'y en a pas. Et vous savez, ce qu'ils vous disent, et ça c'est très dangereux, monsieur le Président, parce que peut-être que tous les magistrats devraient éviter désormais les caves avec. Ce qu'ils vous disent, c'est que M. Méda Urbain s'est retrouvé dans une cave. Oui, et le ministère public le brandit fièrement. Cave dénommée Oasis, qui se sont retrouvés là-bas, et que ça c'est constant. Que M. Kaboré Sandago Antoine est venu là-bas, et que c'est constant. Que M. Traoré Mohamed est venu là-bas, et que c'est constant. Mais depuis quand se retrouver dans une cave à vin peut être un élément ou un indice qui caractérise une infraction? Mais s'il vous plaît. Et puis ça, c'est eux-mêmes qui vous l'ont dit. Est-ce que ça, c'est un élément sérieux? Parce que je rappelle encore sa qualité, monsieur le Président. Président de chambre d'instruction. Vous devez avoir des éléments suffisamment clairs, des éléments précis, des éléments concrets qui ne peuvent même pas résister à l'analyse. Mais vous n'avez pas ces éléments-là, s'il vous plaît. Quand il n'y en a pas, au minimum, même la loi vous dit quoi? Le doute bénéficie à l'accusé. Vous n'avez même pas ces éléments. Comment vous pouvez vous fonder sur des éléments que vous n'avez pas? Pour dire tout simplement que non, ce sont ces déclarations et que c'est constant. S'il vous plaît, ces déclarations ont été battues en brèche. Donc pour nous, en aucun cas, l'infraction de corruption reprochée à M. Méda Urbain ne saurait être classée. Maintenant, sur l'infraction d'acceptation de cadeaux indus, le ministère public a dit que là, c'est une offrande. Mais bon, comme vous n'êtes pas tenu par les réquisitions du ministère public, il nous appartient néanmoins de faire une démonstration juridique pour vous montrer également que cette infraction ne saurait être caractérisée. Et je pense que c'est la logique de tout ce qui a été dit. Quand on parle de cadeau, acceptation de cadeaux indus, il aurait fallu également qu'on vous apporte la preuve matérielle précise. Nous avons écouté M. Nikema Zindi Désiré, et là je viens maintenant sur les douaniers. Et c'est pourquoi je vous rappelle d'ailleurs que tous les procès-verbaux les concernant doivent même écarter de ce dossier. Parce que moi je ne sais pas comment la division de la police économique a pu entendre des personnes alors même qu'elles n'étaient plus dans le délai légal pour les entendre. M. Nikema Zindi Désiré vous a affirmé ici dans cette barre qu'il ne reconnaît même pas M. Méda. Tous les douaniers l'ont dit. Ils ne le connaissent pas. Mais on attend maintenant que la partie poursuivante nous apporte des éléments concrets, au minimum, qui montrent que c'est eux qui ont apporté, à tout le moins, un avantage quelconque à M. Méda Urbain, en vue d'influencer la décision qu'il viendrait à prendre. Mais
on n'a pas vu ça. Vous dites qu'il a perçu des cadeaux indus. Au moins, dites-nous, on a entendu ici parler de chemise ou quoi, mais ça ne concerne pas notre client. Mais au moins, amenez des éléments concrets. S'il a reçu quoi que ce soit, venez nous prouver. Brandissez cela devant la juridiction. Et nous, on va nous défendre sur ça. Vous n'apportez pas non plus des éléments sur ça, Monsieur le Président. Vous, en tant que juge, est-ce que vous pouvez vous fonder sur des impressions? Est-ce que vous pouvez vous fonder sur des déclarations qui n'ont ni tête ni queue? Absolument non. Donc pour nous également, Monsieur le Président, cette infraction ne saurait être caractérisée. Et l'infraction de blanchiment de capitaux, c'est une infraction de conséquence, Monsieur le Président. En aucun cas, je pense que peut-être que ça c'est le ministère public qui l'a ajouté. Peut-être pour charger suffisamment notre client, mais une telle infraction également, ça, j'ai pas entendu dans ces réquisitions où il a vraiment fait une démonstration qui montre que mon client aurait blanchi de l'argent. Ça, franchement, je ne vais même pas me prononcer sur ça parce que je trouve que ça ne tient même pas la route. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le juge, vous savez, moi, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une chose. J'ai écouté Lorraine Lac hier. Et j'ai admiré leur intervention. Lorraine Lac nous a dit que c'est vrai, il faut lutter contre la corruption, mais dans le respect des principes qui gouvernent notre état de droit. Cependant, l'agent judiciaire de l'État, dans une démonstration juridique qui, je peux dire, qui pour nous ne saurait nous convaincre, vous a demandé un préjudice allant jusqu'à plus de 1 milliard de francs CFA. Et ils vous disent même qu'ils ont subi un préjudice moral. Et la JE vous a cité tellement de jurisprudence en la matière. Ça, je respecte, j'admire cela. Mais Monsieur le Président, Monsieur les juges, aujourd'hui, c'est la justice qui est à la barre. Aujourd'hui, c'est la dignité d'un magistrat qui est, pour ne pas dire la dignité même de la magistrature qui est devant votre juridiction. Et il faudrait aujourd'hui que votre juridiction, au nom du serment que vous avez prononcé, que votre juridiction puisse, s'il vous plaît, Monsieur le Président, rehausser sa dignité. Moi, je le regarde et sincèrement, depuis le début de ce procès, je me demande si je prends l'hypothèse où vous allez le relaxer. Franchement, relaxez-le. Je me demande très sincèrement, ce monsieur, cet homme, qui totalise plus d'une vingtaine d'années d'expérience, je me demande si lui, son âme de magistrat, peut être encore sauvée. Relaxez-le. Je me demande si il pourra encore juger. S'il pourra, pendant toutes ces années, en contribuant à l'œuvre de justice, s'il aura encore cette force. Franchement, je me demande. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un homme qui aujourd'hui, qui se bat pour ne pas justement tomber donc, dans le désespoir. Mais c'est vous seul avez la possibilité de restaurer cette dignité qui aujourd'hui risque d'être bafouée. Vous seul avez ce pouvoir, Monsieur le Président. Vous seul êtes gardien des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Alors je vous demande, Monsieur le Président, Messieurs les juges, prenez une décision qui va restaurer sa dignité. L'État vous a demandé un préjudice moral. Mais vous savez ce que lui il a souffert? Je vais vous dire qui a réellement souffert dans cette affaire. Monsieur Méda Hulot, pensez à sa famille, pensez à ses enfants, pensez à tous ceux qui le regardent aujourd'hui, même les personnes qui ne seraient pas proches de lui. Votre justice ne doit pas être un élément d'instrumentalisation. La justice, elle fonctionne sur des règles bien établies. La justice, elle doit fonctionner sur des éléments concrets bien précis, de telle sorte que votre juridiction, sur ce fondement, n'a qu'une seule décision. S'il vous plaît, Monsieur le Président, relaxez Monsieur Méda Hulot. Et en le faisant, vous aurez tout simplement dit le droit, et pas que, vous aurez sauvé le peu qui lui reste. Là, je vous l'a rappelé, c'est lui qui a contribué à des mains de maître rendre la justice dans le cas du procès Thomas Sankara. Mais vous savez, ça passe. Ce que je ne comprends pas, des fois, les agents publics, ils sont nombreux ces agents publics qui justement se battent jour et nuit au nom du peuple burkinabé pour rendre, pour servir le peuple. Et moi je dis aussi, Monsieur le Président, ça c'est un cri de cœur, quand ce procès est filmé, que les caméras également se battent sur ces agents
conditions que nous savons tellement difficiles pour aussi servir le peuple. On ne les voit pas. Oui, il faut lutter contre la corruption. Les agents indélicats, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des agents qui se battent dans des conditions extrêmes, Monsieur le Président. Et vous savez que le secteur de la justice n'est pas épargné. Vous sacrifiez des heures. Vous sacrifiez des heures. Vous sacrifiez même parfois le lien affectif avec votre famille pour tout simplement contribuer à l'œuvre de justice dans des conditions extrêmement difficiles. Ça également, il faut que le peuple burkinabé le voit. Et c'est ce que je vais justement demander à ce que nous portons aussi cette attention et cette idée. En luttant aussi contre la corruption. Je ne défendrai jamais la corruption. Je défendrai toujours la corruption. Je vous remercie, M. le Président. Toujours pour les comptes du président. Vous avez la parole. Ndombo, avocat constitué aux côtés de M. Méda. Et je souffle dans la même trompette que mon jeune confrère qui vient de brillamment caractériser la non-constitution de l'infraction de corruption, d'acceptation de cadeaux indus et de blanchiment. Mais je vais revenir sur 3 aspects. D'abord, le mode d'administration de la preuve devant le juge pénal. Et le siège de la matière se trouve à l'article 321-49 et suivant du Code de procédure pénale. Et on ne va pas réinventer la roue. C'est pas parce que c'est le président Méda Urbain qu'il faut réinventer la roue. Ce sont des principes que le peuple burkinabé a acceptés à travers l'Assemblée nationale et ce code a été voté récemment. Moi j'aurais compris qu'on dise qu'à partir de maintenant, qu'on codifie et lorsque un citoyen burkinabé va commettre une infraction, qu'on l'enlève et qu'on le torture pour obtenir des preuves. Afin que nul n'en ignore, afin que la conscience collective soit préparée. Mais tant qu'on a notre boussole, qui est le code, mais qu'on le respecte. Mais le parquet a dit des choses ici, qu'il faut renverser la charge de la preuve, qu'il faut donc considérer des déclarations obtenues sur la base de torture, de détention arbitraire, qu'il faut donc déduire, qu'il faut conclure. Voici les mots de preuve apportés dans ce procès par le parquet. Donc, vous êtes juge. Moi, je vous laisse à votre conscience de juge. Vous jugerez ce qui est de droit par rapport à cette manière de faire. Mais en n'oubliant pas que le jour où ça sera vous-même, votre proche, ne criez pas. Ne criez pas au scandale. C'est ce que vous avez voulu. Cela dit, mon confrère Maître Sita est revenu sur le blanchiment des capitaux reproché à M. Méda. Blanchiment des capitaux. C'est une infraction tellement technique que la plupart du temps, c'est la chambre de Kofi qui en connaît. Pourquoi? Parce que c'est une infraction technique. Et en disant cela, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pour caractériser cette infraction, il ne faut pas la confondre au recel. En écoutant le parquet, c'est comme tu as commis une infraction, tu as pris le fruit, tu as consommé ton blanchiment des capitaux. Ce n'est pas comme ça. Il y a des mécanismes pour blanchir des capitaux. Le législateur, en prévoyant donc cette infraction, s'est basé sur l'enrichissement illicite et d'autres causes pour prévoir cette infraction. Qu'on vous prouve que l'argent issu de l'infraction qu'on vous reproche, si l'infraction est constituée bien sûr, que vous avez utilisé l'argent, vous avez utilisé des mécanismes pour blanchir l'argent. Et je vous cite 3 exemples de blanchiment. Vous volez de l'argent,
Vous prenez l'argent, vous partez acheter une parcelle. Vous construisez des mini-villas. Vous mettez en location. L'argent issu donc de la location, c'est-à-dire le loyer, c'est de l'argent blanc. Vous détournez des deniers publics. Vous prenez, vous achetez des taxis. Et vous mettez ces taxis-là en circulation. Les revenus issus donc de l'usage de ce taxi, c'est de l'argent blanchi. Vous prenez donc, vous détournez de l'argent, vous partez mettre en banque, et un intérêt donc issu de ce placement, cet intérêt-là est un blanchiment. Voici des exemples simples. Mais qu'on ne se fatigue pas. Aujourd'hui, là, l'enquête de patrimoine a révélé que son patrimoine, là, il a un cheval, il a une Mercedes de 2003, il roule dans des Yaris. Mais quel lien donc, ce qui lui est reproché à la barre ici, là, quel lien vous en faites avec les gens? Mais le parquet non fait un fourre-tout. Non, blanchiment, constitué, il a utilisé l'argent. Si c'était comme ça qu'on caractérisait le blanchiment du capitaux, tous les petits voleurs que vous jugez chaque jour ici, là, chaque semaine ici, vous les aurez poursuivis et condamnés au blanchiment du capitaux. Mais quand quelqu'un vole là, ça vous fait quoi? Parce qu'il trouve que la vie est dure. Lui, il ne peut pas travailler. Il vole pour consommer. Ce n'est pas la consommation qui caractérise le blanchiment des capitaux. Bon, voici, c'est ce qu'on dit souvent. Si le parquet n'est pas donc très outillé pour caractériser cette infraction, qu'il vienne à l'école du juge Méda. Parce qu'il a jugé des dossiers. Je vais. Ça s'attaquer en tout cas au parquet. Monsieur le Président, je prends note de votre observation. Loin de moi l'idée donc de manquer de respect au parquet. Ce sont des mots. Si vous trouvez que ce sont des mots durs, je les retire. Cela dit, je vais parler pour terminer avec la personnalité de M. Méda. Monsieur le Président, Monsieur le juge, M. Méda, que j'appelle affectueusement Président Méda, est un magistrat rigoureux, est un magistrat intrépide. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur, sans le connaître en profondeur, c'est un modèle pour moi. Je suis son jeune, très jeune frère juriste. Et j'ai participé à des procès où il a été président. La chambre Ecofi, il a présidé des procès au cours desquels il a condamné des gens. J'en veux pour preuve le dossier d'Abilgou Vincent, ex-ministre, et autres, où en appel, c'est lui qui a présidé. Il a confirmé la décision. J'envoie pour preuve le dossier contrebande de carburant. Il a présidé. Il a confirmé la décision dans certains aspects. Je ne passerai pas sous silence le dossier Thomas Sankara, où c'est lui qui a présidé. Et il a condamné des lourdes peines. Le peuple burkinabé l'a applaudi pour son courage. C'est pourquoi, si vous rentrez en voie de délibération, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est un magistrat qui a suffisamment servi le peuple burkinabé. Il vous viendra à l'esprit également que c'est un... Je n'aime pas cette expression, mais bon. Il faut, puisque c'est la loi qui le prévoit, un délinquant primaire. La première fois qu'il comparait à la barre pour les points de ses faits. Et pour nous, ne sommes même pas constitués.
en tiendrez compte. Tenez compte de son âge. Tenez compte de son expérience professionnelle. 25 ans au service de l'État burkinabé. 25 ans à rendre service au peuple burkinabé à travers des décisions fortes. Il a même été décoré pour cela. Maintenant, quand le peuple veut te juger, mais que le peuple n'oublie pas son passé. Quand vous voulez juger quelqu'un, n'oubliez pas son passé. Parce que l'être humain n'est que la somme de ses expériences. Mais bon, c'est l'être humain qui est ainsi fait. Il oublie rapidement son passé. Quand le moment vient et que tu commets une infraction, constituée ou non, c'est le même peuple qui sort pour dire couper sa tête. Même si c'est lui qui a fait de moi ce que je suis, couper sa tête, ce n'est pas notre problème. Monsieur le Président, vous êtes juge, vous jugez. Et un juge qui se laisse guider par l'opinion publique, pour moi, n'est pas un magistrat. Il ferait mieux d'enlever sa pose et d'aller donc, par exemple, cultiver. Pourquoi je le dis? L'opinion publique n'est pas formée pour juger. Vous avez fait l'université, vous avez fait le droit, vous connaissez les règles. Donc quand le moment vient de juger, prenez du recul, appréciez les faits, parce que le même peuple qui va vous honorer aujourd'hui si vous condamnez sans preuve dans l'illégalité des acteurs de la justice et de la douane, c'est le même peuple qui, à votre moindre erreur, vous prendra. J'ai plaidé de vous. Est-ce que les conseils du prévenu doivent être continués? Honorable membre de ce groupe, je pense que... N'oubliez pas le micro pour qu'on puisse saisir ce que vous allez dire. Allez-y. Poursuivez. Je pense que mes deux précédents confrères ont tout dit. Ils ont tout dit sur la situation de M. Meda, y compris les éléments de personnalité. Alors, le parquet est dans son rôle. Moi, ce que je voudrais dire en une minute, je dis bien en une minute, c'est que votre juridiction soit extrêmement vigilant pour faire la différence entre ce que le parquet requiert même dans les peines. Nous avons été choqués de voir les peines qui ont été requises. Je voudrais un seul élément. Vous ne pouvez pas dissocier les tortures de cette procédure. Parce que c'est à la suite des tortures que le président Antoine Kaboré a fait un certain nombre de déclarations. Et ces déclarations ont évidemment induit la procédure qui est présentée devant votre juridiction. Je demande surtout de ne pas dissocier les éléments de l'enquête préliminaire, notamment les tortures et les déclarations qui ont été faites par la suite devant votre juridiction. Je vous demande, Monsieur le Président, si je puis me permettre, du haut de mes 30 ans de barreau, de tenir compte exclusivement des déclarations qui ont été faites devant le procureur. Parce que ces déclarations, ce sont ces déclarations qui déterminent ce procès. Alors,
vous serez amené à statuer sur le sort de M. Meda. Je vous demande, quelle que soit la décision que vous allez prendre, de lui permettre de poursuivre sa profession. Et c'est cela l'essentiel. C'est cela l'essentiel. Parce que devant ces magistrats, vous avez des primo-délinquants qui bénéficient du travail d'intérêt général, qui bénéficient du sursis, parce qu'ils sont primo-délinquants. C'est bizarre, moi je fais une entière confiance à votre juridiction pour statuer sur la situation de M. Meda et j'en ai tellement. Maître Diallo, vous avez la parole. Merci donc, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal. Ainsi qu'il vient de vous être dit, l'instruction a été assurée. Donc, je vais m'atteler à être ne pas vous ne pas ennuyer votre travail. Donc, Monsieur le Président, je vais passer sous silence un peu les faits. Que vous avez déjà les faits, tout le monde est unanime sur les faits. Alors, Monsieur Urbain Meda dit le ministère public en 1 est prévenu d'avoir à Ouagadougou accepté directement un avantage indu pour lui-même afin d'accomplir un acte relevant de ses fonctions en l'espèce perçu des sommes d'argent des mains de Traoré Mohamed et autres impliqués dans le dossier qui les opposait au ministère public pour des faits de concussion et ainsi beaucoup d'infractions. Et cela s'est passé, dit le ministère public, courant année 2021 à 2025. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, il a été soumis à votre juridiction l'examen d'exception. J'avais cru que, étant donné qu'on avait pris le soin de débattre de toutes ces questions de pur droit, on n'avait pas besoin de revenir là-dessus parce que vous aviez déjà tout noté. Mais j'ai constaté, pas dans ces plaidoiries, parce que la plaidoirie est purement avocat. L'agent judiciaire de l'État n'est pas avocat. Dans sa parole, dans ses explications, l'agent judiciaire de l'État et le ministère public dans ses réquisitions est revenu sur l'exception de prescription. Ce qui nous pousse vraiment à intervenir encore une seconde fois. Comme nous l'avons dit, Monsieur le Président, le résultat de l'article 700-1 du nouveau code de procédure pénale, il dit quoi en substance? Les dispositions du présent code s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les instances pénales en cours au stade de l'enquête. En cours au stade de l'enquête, virgule, de l'instruction et voilà la substance de l'article 700-1 du Code de procédure pénale. Je vois que vous contestez, c'est normal, mais vous n'avez plus la parole. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, si on décortique l'article 700-1 du Code pénal, du Code de procédure pénale de 2025, que les seuls faits susceptibles de donner lieu à une appellation d'infraction ne peuvent être soumis aux prescriptions de ce nouveau code de procédure pénale
que lorsqu'une enquête est déclenchée et que la continuité de cette enquête tombe sous le coup de cette loi, de cette enquête ou d'une institution quelconque, ou lorsque vous êtes en jugement. C'est vrai, Monsieur le Président, que la loi vous dit que non seulement vous avez le pouvoir d'interprétation de la loi, c'est-à-dire faire parler la loi, mais vous avez le pouvoir absolu de dire la loi, de lui prêter votre bouche pour faire parler la loi. Elle vous dit, par interprétation, que tout ce qui n'était pas dans le délai de cette loi ne peut pas être déféré devant vous. Et on ne peut pas vous dire que M. Mbeda a commis l'infraction de corruption de 2021 à 2025. Ça veut dire que chaque jour, soit il sollicitait, soit il acceptait un bien-être quelconque dans le cadre de sa fonction, ou soit accomplir l'acte au profit de celui duquel il a reçu le bien meuble, ou au détriment d'une autre personne. Alors, Monsieur le Président, je vous ai dit que, et je ne vous l'apprends pas, que cette loi est rentrée en vigueur je crois que ça doit tomber autour du 25 juillet 2025. Si on doit tenir compte de la rigueur de l'article 1101-1 alinéa 2 de ce code de procédure pénale, qui dit qu'il n'est pas applicable à l'espèce, alors vous êtes tenu d'appliquer la loi 040 de 2019 qui portait code de procédure pénale, qui prescrivait, si j'ai bonne mémoire, en son article également 220-2, que les délits se prescrivaient par 3 ans à compter de leur commission. Et lorsque j'ai entendu le ministère public vous dire qu'il existe des décisions qui ont dit qu'il y avait des infractions cachées, je mets le ministère public au défi de vous donner une seule décision avant 2025, aussi bien la JE, qui disait qu'il y a des infractions cachées. Parce que, Monsieur le Président, ne vous laissez pas impressionner. Je vous dis pourquoi. Monsieur le Président, il n'est pas contestable, on ne peut pas le contester, que les lois des États francophones d'Afrique noire, les lois des États francophones d'Asie et les lois de l'État francophone du Québec, en Amérique, sont calquées sur les lois françaises. Et elles ne sont pas calquées sur les lois françaises de 2027, de 2022, ni 2020, non. Elles sont calquées sur les lois françaises d'autour de 1791. Parce que là-bas, il y avait des révolutionnaires qui avaient dit que le droit pénal n'est pas un droit de vengeance. Et l'Africain ne s'est jamais vengé. Et c'est pourquoi ces lois-là ne sont pas calquées sur les nouvelles lois françaises. Parce que la loi française est évolutive chaque jour par rapport à la nôtre. Donc ne vous laissez pas impressionner par l'interprétation que la Cour de cassation française et belge font des lois pénales actuelles pour vous demander de l'appliquer alors que ce n'est ni le même contexte, ni le même contenu. Et chaque jour, ces juridictions ajoutent à la loi, alors que nous, on n'en ajoute pas. Nous, on déclare nos pouvoirs initiaux. Parce que là où la loi dit, lorsque vous exercez un pourvoi, vous pouvez, on n'a pas dit vous devez,
déposer un mémoire pour soutenir vos moyens, et que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du pays vous dit que vous n'avez pas déposé de mémoire, donc votre pouvoir est irrécévable, alors que la Cour de cassation en matière pénale ne juge pas les mémoires, mais juge une décision, alors je ne vois pas comment notre loi peut évoluer, et ne vous laissez pas entraîner par l'évolution de la jurisprudence française et belge. Parce que ce qui vous a été soumis, c'est l'évolution de la jurisprudence pénale française et belge. Donc, je dis bien, je mets quiconque au défi, en dehors de ce code de procédure pénale, de sortir un autre code de procédure pénale ou de code pénal qui dit au Burkina Faso qu'il y avait des infractions cachées. Même la jurisprudence des cours d'appel, des 3 cours d'appel du Burkina Faso n'en ont pas. Et là aussi, je mets quiconque au défi de produire une seule décision, pas les références. Parce que, monsieur le Président, excusez-moi, mais on a vu des parquets qui ont fait quoi? Alors, ils ont photocopié une partie d'une décision, et à cette partie, ils ont pris un livre de droit de procédure pénale qu'ils ont photocopié, collé et produit. On a vu ça aussi. Et je peux le produire, je peux prouver. Si le tribunal me dit de prouver, je peux prouver. Et on saura qui l'a fait. Donc, monsieur le Président, cette loi, ce code de procédure pénale que vous avez, monsieur le Président, ne s'applique pas à cette espèce. Et pour nous, pas pour nous, pour la loi, monsieur le Président, messieurs les membres du tribunal, en droit pénal, ça s'appelle la prescription acquisitive. C'est-à-dire la prescription qui est acquise, qui interdit bien, je dis bien, qui interdit à toute juridiction de connaître des faits qui ne peuvent plus être jugés. C'est une interdiction absolue. Et dans ce cas, monsieur le Président, les choses sont très claires. Si nous estimons que cette infraction de corruption a été commise courant 2021, parce que, monsieur le Président, je ne vous apprends pas que l'infraction de corruption n'est pas une infraction continue, elle est instantanée. On connaît nous tous la liste des infractions à peu près continues. Donc, elle avait été commise sous l'égide de la loi 040 de 2019 qui prescrivait que le délit se prescrit par 3 ans. Et donc, avant même votre saisine, il n'y avait plus d'infraction, puisque la loi interdit de poursuivre et de juger. Par conséquent, monsieur le Président, messieurs les membres du tribunal, sur ce point spécifique de la prescription, je vous dis très respectueusement, même si vous avez le courage, et je suis convaincu que vous avez ce courage-là, monsieur le Président, de dire que les faits sont prescrits, même s'ils ont été commis. J'ai dit même si, alors qu'ils n'ont pas été commis. S'ils n'ont pas été commis, qu'est-ce qu'on retient? Qu'ils sont prescrits. Donc, monsieur le Président, je réitère cela et je vous demande de dire que ces faits sont prescrits. Ça, c'est en la foi. Au fond, monsieur le Président, je vous demande de m'accorder votre patience, monsieur le Président. Je comprends, hein? Le tribunal est fatigué. Ça fait 2 semaines, sur le plus. Je comprends. Mais monsieur le Président, aidez-moi à poursuivre. Non, je ne dis pas que vous m'avez torpille. Non, c'est pas ça. Non, on est là. Non. Je vous écoute. Je vois que le tribunal est en train de suer. Il fait chaud, monsieur le Président. Donc au fond, monsieur le Président, alors, il est invoqué l'article en première position, il est invoqué les articles 331-1 et 331-2 et suivant du Code pénal. Alors, monsieur le Président, j'ai entendu le ministère public et l'AGE vous dire que en enquête préliminaire,
Voilà ce que M. Meda a dit. Voilà ce que M. Kaboré a dit. Voilà ce que M. Ouedraogo a dit. Voilà ce que Y a dit. Je ne suis pas contre. Alors, et il vous dit, M. Meda a été précis, clair et net. Il n'a jamais été torturé en enquête préliminaire. Donc c'est librement qu'il a déclaré en enquête préliminaire et que c'est devant le procureur qu'il a fait votre face ainsi que devant vous. Et qu'en conséquence, les déclarations faites en enquête préliminaire vous lient. C'est ce que les deux ont dit. Alors, monsieur le président, on va aller pas à pas. Au terme donc de l'article 251-11 du Code de procédure pénale, parce que je vais vous donner le contexte. L'agent judiciaire de l'État vous a dit, ainsi que le ministère public, que M. Meda a été enlevé le 26 octobre. C'est ce qu'il vous a dit. Si tel est le cas, que lui-même il retient que M. Meda a été enlevé le 26 octobre 2025, le ministère public dit, d'accord, qu'ils ont été enlevés en tout cas en octobre 2025. Monsieur le Président, dans votre dossier, il y a le soit transmis du ministère public qui date de quand? Si j'ai bonne mémoire, ça doit dater du 18 décembre 2025. Alors, le ministère public vous dit, c'est où lui, ministère public, en complicité avec l'agent judiciaire de l'État, ils avaient gardé M. Meda d'octobre à décembre 2025. Si lui-même il a eu le courage, eux-mêmes ont eu le courage de vous dire qu'ils ont été enlevés depuis décembre 2025. Depuis octobre 2025, c'est vrai, monsieur le Président, je me trompe de date. Arrêtez de souffler des mots ou des phrases conseil. Poursuivez. Merci. Eux-mêmes ont soutenu devant votre juridiction que M. Meda a été enlevé en octobre 2025. Et je mets au défi, je dis bien, monsieur le Président, parce que moi j'ai les éléments concrets. Les officiers du procureur, les officiers de police judiciaire du procureur de venir se mettre à votre part pour dire le 19, oui, le dimanche, c'était 19 ou 20 décembre 2025, quel est le document qu'ils étaient en train de feuilleter sur leurs pieds pour poser les questions? C'est quel document? C'est quel procès verbal? Puisque, monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État vous a dit que en octobre 2026, ils ont fait des déclarations. C'est où? Produisez-nous. Nous, on n'a pas vu ces déclarations. C'est lui qui a dit ça à votre part. Et nous nous attelons même, monsieur le Président, à déposer une plainte contre l'agent judiciaire de l'État adjoint. Pour commission par omission. Parce qu'ils savaient que ces gens-là n'étaient pas entre les mains de l'autorité judiciaire. Et il est complice de cette torture. Et la loi est claire, quiconque a connaissance d'une infraction doit la dénoncer. S'il ne la dénonce pas, il commet lui-même une infraction. C'est ça qu'on appelle la commission par commission. Donc qu'il se prépare, parce qu'il va répondre lui aussi. Alors, monsieur le Président, si eux-mêmes ils ont ces documents, le ministère public a le procès verbal du CORAC. Il l'a feuilleté, j'ai vu. S'il dit que c'est faux, on va le fouiller. Pourquoi il cache?
Vous allez où? Si lui-même il sait que ces éléments qu'il a invoqués devant vous ont été obtenus de cette façon, pourquoi veut-il, Monsieur le Président, que vous vous fondiez sur ces éléments pour pouvoir juger des citoyens honnêtes? L'article 251-11 est clair du Code de procédure pénale. Toute déclaration obtenue par suite de tortures ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de la torture ou des pratiques assimilées. Et là aussi, on viendra devant le coup. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Ça, c'est ce qu'ils ont caché sous les robes. Maintenant, ce qui se trouve dans votre dossier, qui est les procès-verbaux du 19 décembre 2025. Que dit la loi? D'enquête préliminaire, Monsieur le Président, je précise. L'article 321-51 du même Code de procédure pénale poursuit en ces termes. Tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur agit dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Et poursuit l'article 321-52, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et le rapport constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement. Voyez-vous, Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, lorsqu'on vous jette comme ça une lecture simple, éphémère, rapide de l'article 321-52 du Code de procédure pénale, on pense que c'est banal et que le législateur n'a pas trouvé utile d'aller plus loin que de jeter ça simplement sur votre estrade. Et c'est ça. Monsieur le Président, attachons-nous un peu sur les terrains. Moi, j'ai dit à mes jeunes confrères deux choses. J'ai dit, lorsqu'un juriste, aussi mauvais soit-il, lorsqu'il lit une loi, une disposition de loi, lorsqu'il n'entend pas sa propre voix, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Ça, c'est vrai. Deuxième chose, j'ai dit à mes jeunes confrères que nous faisons de la science juridique. Nous ne sommes pas des littéraires. Les littéraires sont en lettres modernes. Mais une chose est certaine, lorsque vous n'êtes pas bien en littérature, vous n'êtes pas un bon juriste non plus. Ainsi, Monsieur le Président, quand le législateur vous dit que sauf lorsque la loi en dispose autrement, les procès-verbaux d'enquête préliminaire ne valent qu'à titre de simple. C'est-à-dire, cet espace, il m'intéresse beaucoup. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, le législateur, il utilise d'abord le présent de l'indicatif, qui signifie quoi? Que l'action se déroule. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait pu dire les procès-verbaux ne peuvent être considérés. Mais non, il dit ne valent. Le verbe valoir, c'est un verbe du troisième groupe. Qui dit quoi? Non seulement les 10 actes s'imposent à son auteur, mais ils sont faits à l'attention de son supérieur et non pas à l'attention de tout le monde. C'est ça les verbes du troisième groupe en français. Ce qui veut dire, en clair, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal,
que les procès-verbaux d'enquête préliminaire qui sont versés à votre dossier, ça ne vous regarde même pas du tout. Ce n'est pas votre problème. Ça ne vous sert pas. C'est-à-dire que les officiers de police judiciaire les établissent à la demande du procureur du Faso et à son attention. Qu'il est libre de les utiliser ou pas. Mais vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé, ça ne vous regarde pas. Trouver des procès-verbaux d'enquête préliminaire dans un dossier pénal est une injure pour une juridiction. Donc, Monsieur le Président, lorsque les autres partis vous disent que non, ce sont les déclarations faites en enquête de police, mais attendez, si tel était le cas, Monsieur le procureur fait quoi des déclarations qu'ils ont faites devant lui? Ou elles sont sans importance? Sinon, la question peut se poser de la façon suivante. Quelle est la valeur juridique en ce moment des procès-verbaux établis par le procureur du Faso? Moi, je n'ai jamais vu un procès-verbal d'enquête préliminaire qui saisit une juridiction. Jamais. Peut-être qu'on pourra me l'expliquer après, parce que moi, mon droit peut être dépassé, je suis assez âgé. J'ai quitté l'université il y a longtemps. Donc, s'il y a des procès-verbaux d'enquête de police, des officiers de police judiciaire qui saisissent directement une juridiction pour que des personnes soient poursuivies, qu'on me le dise et puis on va clore ce débat. Je poursuis, Monsieur le Président, rapidement. Alors, voilà ce qu'il dit ensuite, pour corroborer ce que je dis. L'article 321-53 du Code de procédure pénale. Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par les procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin. Alors, Monsieur le Président, je ne dis pas de me donner raison, mais je dis que je vous demande de constater que si vous devez conserver les procès-verbaux de police, d'enquête préliminaire, sachez qu'il y a les procès-verbaux du procureur du Faso qui sont contraires à cela. Donc, la preuve contraire a été rapportée. Donc, les deux s'annulent et s'annulent entre eux. Parce qu'ils émanent de la même autorité, du même organe. La police judiciaire n'étant que le prolongement du parquet. Par conséquent, Monsieur le Président, sur ce point, alors je ne vais pas trop parler, mais si le tribunal retient les procès-verbaux d'enquête préliminaire sans tenir compte des procès-verbaux du ministère public qui les ont annihilés, alors il y aura problème. C'est pourquoi M. Méda vous a demandé de le juger sur ses déclarations devant vous. Et pour preuve, prenons l'article 321, 49 et suivant du Code de procédure pénale. 321-49 et suivant, 49, 50, 51, 52, 53. Qui sont très précis. Qui se trouve sous le paragraphe 2 intitulé « De la preuve, de l'administration de la preuve ». Sous le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 3 du titre 2 du jugement du Code de procédure pénale. Qui dit que le tribunal ne statue que sur les preuves qui ont été rapportées contre le prévenu et contradictoirement discutées devant lui. Cette disposition de l'administration de la preuve
Et la loi ne dit pas que c'est le juge qui doit établir la preuve. Non. Le juge, vous êtes arbitre. Vous n'êtes pas partie vous n'êtes pas partie au procès. Vous êtes arbitre. Vous rappelez chacun à l'ordre. Vous lui dites, on ne dit pas comme ça. Voilà comment on dit. Ne rentrez pas ici, ne sortez pas par là. Non. Pour la sérénité des débats. Et dans le principe du droit, il appartient à l'organe qui poursuit de vous apporter la preuve d'une culpabilité. Et la même loi poursuit en ces termes que l'aveu, comme le mode de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge, qui décide selon son intime conviction. Décortiquons un peu, Monsieur le Président. S'il est vrai que la preuve ne peut pas être rapportée par le juge que vous êtes, et qu'il appartient à une partie civile d'aider le procureur, non pas d'apporter la preuve, mais d'aider le ministère public, qui est l'organe poursuivant, de vous apporter la preuve de la constitution d'une infraction à l'égard d'une personne, et que cet organe est dans l'impossibilité et dans l'incapacité de vous apporter cette preuve, il n'y a plus d'aveu. Parce que la loi elle-même, surtout l'article 1er-1, je prends alinéa 8 ou 7, alinéa 7 ou 8, est très clair. Je ne peux pas être témoin contre moi-même. Alors, si tel est le cas, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, le juge n'a plus d'intime conviction. Il ne peut plus faire jouer son intime conviction pour établir une infraction. Parce qu'aucun élément ou début d'élément d'une infraction ne lui a pas été apporté. Parce que, Monsieur le Président, pour que le juge puisse s'interroger profondément dans son intime conviction, comme l'a écrit d'ailleurs le législateur de l'ex-chambre criminelle, l'accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés? C'est là qu'on demande au juge de s'interroger et de faire jouer son intime conviction. Parce qu'au moins, quelques éléments de preuve ont été rapportés contre la personne. Et ici, moi je n'en vois pas. Puisque le procès verbal sur lequel se fonde le ministère public, lui-même il l'a détruit. Son propre procès verbal l'a détruit selon la loi. Qu'est-ce qu'il vous apporte comme preuve, ou début, ou commencement de preuve, ou même des indices? Parce que le juge pénal aussi, il n'est pas comme le juge civil. Non, non, non. C'est la liberté qu'il a en main. C'est pourquoi le législateur le quiz, le contraint, le confine. Dans certaines dispositions, il le confine quelque part pour lui dire, tant que vous n'avez pas, ou il ne vous a pas été apporté la preuve, ou des indices de preuve, alors, Monsieur le Président, la loi vous dit que même en raison de votre intime conviction, vous devez relaxer la personne. Parce qu'il n'y a pas d'infraction. Et mieux, Monsieur le Président, ça dit pour vous soutenir davantage. Le législateur dit quoi? Que même si vous vous interrogez, vous êtes un être humain, doué de morale. Parce que seul l'être humain est doué de morale. Vous devez douter. Tant qu'un élément n'a pas été rapporté, vous devez douter. Et c'est un principe fondamental du droit pénal. Que le doute profite à celui qui est poursuivi. Oui, le doute profite à celui qui est poursuivi. Alors, Monsieur le Président et Messieurs les membres du tribunal,
lorsque vous examinez les préventions pour lesquelles vous êtes saisi contre M. Urbain Meda, il y a des éléments constitutifs d'une infraction. Nous tous, on le sait. Les éléments standards, ce que certains appellent l'élément légal, moi je trouve que c'est un peu absurde quand on parle d'élément légal, parce que quand la loi pénale n'a pas prévu, il n'y a pas d'infraction. Il y a l'élément psychologique, l'élément matériel. L'élément psychologique, c'est ce qu'on appelle de façon standard l'intention coupable. Ça, c'est le principe standard de toutes les infractions. Mais chaque infraction a ses éléments spécifiques qui ressortent de la loi. Et le cas de la corruption en est un. On est corrompu lorsqu'on reçoit ou lorsqu'on accepte. Lorsqu'on reçoit afin de faire ou de ne pas faire, et dans le cadre de sa fonction. Voilà les éléments constitutifs. On reçoit pour ne pas faire les actes de sa fonction. Voilà les éléments réels de l'infraction de corruption. M. Meda est poursuivi à 2 titres, du moins un seul titre, en sa qualité de président d'une chambre, au motif qu'en cette qualité, il aurait accepté et reçu des fonds à l'effet de rendre une décision favorable à une personne. Monsieur le Président, c'est vous les magistrats, moi je suis avocat. Je ne suis jamais rentré et je n'ai jamais été membre d'une formation de jugement. Même si la loi prévoit que vous pouvez me le permettre lorsque un de vos éléments n'est pas disponible, que je puisse vous être membre de votre juridiction. Je n'ai jamais été membre d'une juridiction. Ça c'est un. Deuxième chose, Monsieur le Président, je n'ai jamais été magistrat de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation. Jamais de ma vie. Je suis avocat, pas plus. Monsieur Meda vous a décrit ici la formation de la chambre d'accusation et de la chambre d'instruction. Monsieur Meda qui est là assis, Monsieur le Président, je mets encore quiconque au défi de prouver que M. Meda a été président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Ouagadougou. Je dis bien, moi je parle avec précision, je mets quiconque au défi d'apporter cette preuve que M. Meda a été le président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Ouagadougou. Parce que M. le Président, il faut opérer une distinction entre la chambre d'accusation et la chambre de l'instruction. Monsieur Meda a été conseiller à la chambre d'accusation. Il n'a jamais été président de la chambre d'accusation. Vous pouvez lui poser la question. Celui qui n'est pas sûr de lui, qu'il donne la preuve contraire. Le tribunal est là pour nous écouter. Il est là. Moi, je mets quiconque au défi. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous a été rapporté la preuve que M. Urbain Meda s'est assis au bureau en tant que conseiller de la chambre d'accusation en 2021 et qu'à ce titre, il a rendu une décision de mise en liberté provisoire de M. Nikima Zindi Désiré et autres? Il n'est pas le président. Le président s'appelait Sanogo Mahamoudou. Il est conseiller à la Cour des comptes aujourd'hui. Ça c'est une deuxième chose, Monsieur le Président. Que l'on me dise, est-ce qu'en matière de collégialité, la voix du président est prépondérante ou bien on décide unanimement ou à la majorité? Voilà comment se pose cette question, Monsieur le Président.
à la chambre d'accusation, M. Meda, en qualité de conseiller, a présidé. Au nom de qui? Pour le compte de qui? Pour le compte du président de la chambre. Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai tout qui coule, je vais me moucher. Sinon, je vais me manger. Rapidement, je termine. Je termine, Monsieur le Président. Je termine tout de suite. Merci. Alors, quand on délibère, Monsieur le Président, et qu'on est 3, il y a 2 possibilités. Ça ne dépasse pas ça. Soit vous 3, vous êtes d'accord sur le principe du rejet ou de la confirmation. Soit vos 2 conseillers sont d'accord pour le rejet ou pour la confirmation et vous êtes contre. Soit vous et votre juge, vous êtes d'accord et votre deuxième juge n'est pas d'accord. Ça ne dépasse pas ça. Est-ce que M. Meda seul a pu s'asseoir et puis prendre une décision de mise en liberté lorsqu'il est poursuivi pour avoir reçu de l'argent pour rendre une décision en faveur de M. Nikema Zindi, Désiré et autres? Je vous demande, Monsieur le Président, de noter ma réponse qui est non. Le président ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir-là. Quand il a des conseillers là, il n'a pas ce pouvoir. Il ne peut même pas faire pression sur eux. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pu rendre un acte qui n'est pas de sa fonction. Parce qu'il n'est pas le président. Il est conseiller. Donc le premier élément tombe. Si le premier élément tombe, Monsieur le Président, il y a un principe des droits fondamentaux. Dans la constitution d'une infraction, lorsqu'un seul élément manque, qu'est-ce qu'on dit? L'infraction n'est pas constituée. Ça ne dépasse pas ça. C'est fini. Si lui-même, qui n'est pas président, il ne peut pas rendre une décision. Mais même s'il est président, il ne peut pas rendre une décision. Ils ont rendu une décision. C'est pas parce qu'en 2025, de 2024 à 2025, il est le président de la Chambre de l'instruction. Parce que c'est un poste attitré qui appartient exclusivement au vice-président de la Cour d'appel. Le président de la Chambre de l'instruction est un poste qui appartient de droit au vice-président de la Cour d'appel. Le seul pouvoir du président de la Chambre de l'instruction est confiné dans le code de procédure pénale qui consiste à la surveillance, au contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire. Ça, c'est son pouvoir propre. Ce n'est pas le pouvoir de la Chambre. Ça, c'est un. Deuxième chose, Monsieur le Président, le pouvoir propre du président consiste, lui donne la possibilité de saisir la Chambre de l'instruction d'une affaire. Voilà les pouvoirs propres du président de la Chambre de l'instruction. Mais ce titre ne lui donne pas le pouvoir de rendre une décision contradictoire dans un dossier précis en ce qui concerne la confirmation d'une décision d'instruction ou son infirmation ou la mise en liberté de certaines personnes. Mais je vais vous tenir informé, Monsieur le Président, d'une chose que les gens ont cafouillé rapidement pour ne pas que vous voyez. En matière de mise en liberté provisoire, Monsieur le Président, il y a 2 modes de saisine de la Chambre de l'instruction. Il y a la voie de l'appel. Parce que vous relevez appel, le greffier de la Chambre de l'instruction met le... Bon, je veux dire que lorsque vous adressez votre demande au juge d'instruction qui la rejette, et que vous relevez appel, le greffier de la Chambre de l'instruction met le dossier en état et le communique au procureur du Faso. Et le procureur du Faso transmet le dossier
au parquet, au procureur général par correspondance. C'est très important. C'est la loi qui le dit, par correspondance. Et là, Monsieur le Président, la loi prévoit que lorsque la chambre de l'instruction est saisie par le procureur général à partir de votre appel, elle a au maximum 15 jours à compter de l'arrivée du dossier à son greffe pour rendre une décision. À défaut, le demandeur à la liberté provisoire est mis d'office en liberté. D'office. Monsieur le Président, pourquoi on n'a pas envoyé le greffier? Qui vous a dit que le greffier n'a pas gardé le dossier par devant lui au-delà de 15 jours quand le dossier est arrivé au greffe? C'est une question que je me pose. Deuxième chose, ça s'appelle la saisine directe de la chambre de l'instruction par le demandeur à la liberté provisoire. Lorsque vous saisissez le juge d'instruction, la loi dit qu'il a 5 jours à compter de la communication du dossier au procureur du Faso. Et cette communication doit être immédiate, dit la loi. Il a 5 jours pour rendre sa décision. Au-delà des 5 jours, il ne peut plus rendre de décision. Alors, le demandeur saisit la chambre de l'instruction par requête. Et la chambre de l'instruction saisie par requête rend sa décision dans un délai de 15 jours à compter de l'arrivée de la demande au greffe de la chambre. Alors, Monsieur le Président, je vais vous remercier très respectueusement de m'avoir respecté également. Oui, parce que vous m'avez donné le temps de m'expliquer et de plaider. Bon, comme le ministère public lui-même dit qu'il se désavoue dans l'histoire des cadeaux induits, je vais m'arrêter là pour vous remercier et dire que je n'ai plus rien à ajouter, sauf si d'autres personnes ont quelque chose à ajouter. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a un conseil du prévenu MEDA qui souhaiterait encore intervenir? Je suis le dernier. Donc, Monsieur MEDA, pouvez vous retirer? Hier, je l'ai dit, depuis le début du projet, je n'ai pas voulu impartir un temps de parole à aucune des parties. Je n'ai pas voulu également limiter le nombre d'avocats intervenus pour chaque prévenu. Je souhaiterais quand même que dans les interventions des avocats soient succincts. Ce n'est pas pour remettre en cause vos plaidoiries. La question de nullité de prescription a été soulevée en début d'audience et débattue durant une journée entière. Donc si on doit revenir sur ces questions encore, il est fort sans que même la semaine prochaine on ne finisse pas ce procès-là. Donc je suis vraiment respecté des droits de la défense, mais je vous invite également à être succinct dans vos plaidoiries. Je n'ai jamais été avocat, monsieur. Maître Diallo dit qu'il n'a jamais été juge, il n'a jamais été avocat. Donc je ne mets pas en cause. S'il vous plaît, Maître Diallo, permettez-moi de m'exprimer. Donc c'est vous inviter à être succinct. Pour qu'on ne prenne pas encore
assez de temps. Maître, vous voulez intervenir? Vous avez la parole. Vous rappelez, peut-être c'est avoir la charge de plaider. Moi, je veux bien solliciter de mes confrères une bonne compréhension de ce que vous dites, que chacun fasse le maximum pour être concis, précis, mais vous ne pouvez pas demander aux avocats de ne pas défendre. C'est ça leur travail. Vous ne pouvez pas nous limiter dans le temps. Mais je demande à tous les avocats de s'auto-limiter. Ça ferait du bien à tout le monde. Quant aux exceptions dont vous avez parlé, mais vous avez le devoir de trancher ces exceptions. Si vous n'aviez pas joint les exceptions au fond, on ne serait pas là à rappeler ces exceptions-là. Et vous savez que ces exceptions font partie de ce qu'on appelle la forme dans un dossier. Et vous savez très bien que la forme corrompt le fond. Donc, Monsieur le Président, vraiment, je vous demande respectueusement de laisser la latitude aux avocats de plaider comme la loi les y autorise. Ils feront l'effort. Je pense pouvoir compter sur chacun de vous pour être concis, précis et faire en sorte que les oreilles du président, qui nous écoute à tour de rôle, ne soient pas extrêmement sollicitées. C'est juste ce que je voulais vous dire. Maître, on a dit la même chose hier. J'ai dit que je n'entends pas limiter les plaidoiries dans un délai ou le limite le nombre d'avocats. Vous avez interpellé vos confrères, moi ça me suffit. Sinon, je n'entends pas du tout limiter dans un temps. Pas du tout. Merci, Monsieur le Président, de ne pas essayer de nous limiter. C'est à nous de nous auto-limiter dans la mesure du possible. C'est ce que je demande. Auto-limitez-vous tant que c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, c'est la loi qui vous autorise aussi de plaider. Donc on va observer une pause de 5 minutes et reprendre avec les plaidoiries. L'orat est suspendu. Vous voulez plus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.